Bonjour à tous, voici la vidéo de correction de la séquence 4, les pratiques alimentaires. Séance 1, le mécanisme de la digestion. Donc cette vidéo va couvrir la correction des questions 1 à 5 et elle n'englobe pas la correction de la question 6.1 et 6.2 qui sera traitée dans la vidéo suivante. Donc, dans cette séquence, dans ce chapitre, je vais vous rappeler les notions scientifiques liées à la digestion. Et vous allez essayer d'appréhender les enjeux de l'alimentation. Dans la séance 1, on va voir plus précisément le mécanisme de la digestion. Si vous êtes attentif, vous verrez qu'il y a des fautes d'orthographe dans l'objectif de la séance. Il manque un S pour les mécanismes, mécanique S et chimique S également. L'activité 1, où on va identifier le problème de la situation suivante. On a Jean qui a trouvé un nouvel emploi, loin de sa famille, après son baccalauréat professionnel. Il veut trouver une alimentation qui lui assure du bien-être et qu'elle soit en accord avec ses convictions. Donc, ce qui est en jaune, c'est la réponse à la question 1, c'est-à-dire le problème de la situation. Donc, dans la question 2, il faut compléter le diagramme cause à effet. Pour rappel, un diagramme cause à effet se présente de la façon suivante. On a tout à droite l'effet et enfin, on va lister les différentes causes, les différents éléments qui expliquent l'effet, qui expliquent cela. Donc, on a Jean qui veut avoir une alimentation qui lui assure du bien-être et qu'elle soit en accord avec ses convictions. Quelles sont les causes, quels sont les différents éléments que va devoir conjuguer Jean pour avoir l'alimentation qu'il souhaite. Donc, dans les facteurs nutritionnels, on a le fait qu'il veut un équilibre alimentaire et qu'il veut un régime sans gluten. Le gluten, c'est quoi? Le gluten, c'est une molécule qui va, chez certaines personnes, occasionner un phénomène d'intolérance, si vous voulez, un petit peu semblable à une allergie, mais cela va avoir comme effet pathologique, comme effet maladif, des troubles gastriques ou encore des troubles de l'intestin. Donc, les personnes qui font une intolérance au gluten doivent enlever cette molécule de leur alimentation. Le problème, c'est qu'on retrouve du gluten dans beaucoup d'aliments à base de céréales, comme le pain ou encore les pâtes. Donc, les éléments liés à son mode de vie. Donc, Jean doit pouvoir consommer ses aliments à l'extérieur. Et enfin, les facteurs liés au développement durable. Il veut éviter le gaspillage alimentaire. Il veut réduire sa consommation de viande et il veut essayer de consommer des produits bio. Pour rappel, la consommation de viande, on avait vu que dans le chapitre 1 sur les ressources en eau, on avait vu que la viande rouge, mais même la viande de porc, nécessitait de grandes quantités d'eau pour produire 1 kg de viande. Il faut faire boire les animaux, il faut faire pousser les céréales qui vont servir à nourrir les animaux, il faut faire pousser le foin qui va permettre de nourrir les animaux, etc. Donc, la viande est un aliment qui nécessite beaucoup d'eau pour la production. Et enfin, on a Jean qui veut également consommer des produits bio. Qu'est-ce qu'un produit bio? Un produit bio, c'est un produit qui ne présente pas dans sa composition différentes molécules. Donc, certains aliments, comment dire, lorsqu'on est agriculteur et qu'on veut produire de grandes quantités de fruits, de légumes donnés, peu importe, ce qu'on a envie, c'est d'avoir une quantité équivalente de fruits ou de légumes produits, peu importe la saison, peu importe l'année. Donc, pour éviter que les légumes ou les fruits soient sensibles aux maladies, soient sensibles aux insectes, on va ajouter des molécules particulières, des produits particuliers, par exemple les insecticides qui vont tuer les insectes ou encore les pesticides qui vont limiter les maladies. Le problème, c'est que ces molécules sont très dangereuses pour les agriculteurs puisqu'elles sont très concentrées lorsque les agriculteurs les utilisent. Et on va également retrouver des traces de ces produits dans les produits
des traces de ces produits, de ces molécules, dans l'aliment en fin de chaîne. Donc, ça peut également avoir un impact sur le consommateur, c'est-à-dire sur vous. Donc, il existe des produits bio, c'est-à-dire des produits où on a obtenu les fruits, les légumes, les céréales sans l'utilisation de ces produits spécifiques. Mais puisqu'on n'utilise pas ces produits qui permettent d'avoir de plus grandes quantités de fruits et légumes, les agriculteurs vont devoir augmenter le prix de leurs légumes, de leurs fruits. C'est pour ça que quand vous allez dans un magasin, vous voyez les produits bio toujours plus chers qu'un produit qui n'est pas bio, car le producteur a obtenu moins de quantité et pour essayer de garder un salaire, il va donc devoir compenser en augmentant le prix de ses marchandises. Voilà pour la question 2. Dans l'activité 2, la digestion des aliments, on va voir le devenir des aliments dans notre corps. Alors, le document 1 est composé de ce texte, de la vidéo, qui est dans le QR code et de ce schéma. Donc, j'ai un peu tout modifié pour le bien de la vidéo. À l'aide du texte, vous devez répondre à la question 3.1, question dans laquelle vous deviez souligner la définition de la digestion que j'ai mis moi ici en jaune. La digestion, c'est quoi? C'est la simplification des constituants alimentaires présents dans les aliments aux molécules plus simples appelées nutriments. Et ces nutriments vont pouvoir passer dans le sang. Vous comprenez bien que lorsque vous mangez un aliment, cet aliment est beaucoup trop gros pour pouvoir être assimilé dans votre sang, puis distribué à l'ensemble de vos organes pour que vous puissiez survivre. L'objectif de la digestion est de réduire ces aliments en nutriments invisibles à l'œil nu qui vont pouvoir permettre le fonctionnement normal de votre organisme. C'est le rôle de la digestion, réduire à l'état moléculaire les aliments pour que vous puissiez les assimiler les nutriments pour fonctionner votre organisme. La digestion va être composée de deux actions. Une action qui est dite mécanique, avec par exemple la mastication, c'est le fait de mâcher ces aliments avec ses dents et les muscles de la mâchoire. On va avoir la déglutition, c'est le fait d'avaler les aliments et le fait qu'ils soient compressés par l'œsophage jusqu'à l'estomac. On va également avoir le brassage qui a lieu dans votre estomac. On y reviendra un peu plus tardivement. Et enfin, on va avoir l'action chimique qui, elle, est due à l'action d'enzymes, à l'action de liquides, à l'action de différentes molécules. Donc, dans la question 4, vous devez expliquer le rôle des enzymes. Les enzymes découpent en partie les molécules des différentes catégories d'aliments. Oui. OK. Alors, dans la question 3.2, il fallait indiquer le nom des organes numérotés de 1 à 8 constituant l'appareil digestif. Donc, je m'excuse, c'est un peu flou, mais c'est le mieux que j'ai pu faire. Alors, oula, qu'est-ce qui passe? Ok, alors, pour l'organe numéro 1, c'était la bouche, avec une action qui est mécanique. Les aliments sont broyés, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, avec la mastication. En 2, c'était les glandes salivaires. L'action des glandes salivaires est chimique. La salive va commencer à découper, par exemple, l'amidon que l'on retrouve dans le pain en glucose. Alors, dans la vidéo du QR code, vous avez la vidéo qui vous montre la localisation des glandes salivaires dans votre bouche. Donc, la salive est un liquide qui est un petit peu acide, qui va humidifier et qui va être composé d'enzymes qui vont dégrader les aliments que vous avez ingérés. Donc, on mange un aliment, ils sont mastiqués, broyés, puis on a l'action des enzymes de la salive qui va commencer à dégrader. Ensuite, en 3, on a l'œsophage. L'œsophage, c'est ce que vous avez là. C'est le tube qui relie votre bouche à votre estomac. On a une action qui est mécanique, puisque les aliments sont transportés vers l'estomac.
Si vous essayez, bon, évitez de le faire et de vous étouffer, hein, mais si ça vous est déjà arrivé de manger allongé, vous avez pu constater que vos aliments atteignent votre estomac même quand vous êtes allongé. Ça veut dire que même en absence de gravité, même en absence de l'action de la gravité, les aliments descendent jusqu'à l'estomac. Pourquoi? Car il y a cette action mécanique. Il faut imaginer que votre œsophage, ce tube, est composé de muscles à commande involontaire. Dès que l'aliment est ingéré, la présence de l'aliment dégradé dans l'estomac, dans l'œsophage, va stimuler de manière automatique vos muscles de l'œsophage. Ces muscles de l'œsophage à commande involontaire contractent votre œsophage de proche en proche, ce qui va permettre de faire glisser le bol alimentaire jusqu'à votre estomac. Le numéro 4, l'estomac. C'est donc une action qui est à la fois mécanique et à la fois chimique. Pour l'action mécanique, les aliments sont broyés, malaxés et mélangés. On parle de bol alimentaire. Votre estomac est composé également de couches de muscles à commande involontaire. Petit rappel sur le cours de seconde, on a des muscles à commande volontaire que l'on peut volontairement contracter, biceps, triceps, quadriceps, ischio-jambier, où on commande volontairement leur contraction via un message électrique qui est envoyé par les nerfs. Et dans notre corps, on a des muscles à commande involontaire qui, eux, fonctionnent également avec des messages électriques, mais qui sont générés de manière automatique, de manière réflexe, de manière involontaire. Et c'est ces muscles-là que l'on va retrouver dans la digestion. Ce n'est pas vous qui contrôlez votre œsophage, ce n'est pas vous qui contrôlez votre estomac, et pourtant, ils fonctionnent de manière autonome. Donc, l'action mécanique de l'estomac est de broyer les aliments, le bol alimentaire. Mais cela ne suffit pas pour obtenir un bol alimentaire plus petit. Il y a donc l'action du suc gastrique. C'est ce que vous avez ici avec l'action chimique. Les sucs gastriques et l'acide chlorhydrique vont commencer à découper les protéines en acides aminés. Donc, le suc gastrique, c'est donc un liquide qui va être composé de molécules, d'enzymes. Et l'acide chlorhydrique, c'est donc une molécule qui va rendre votre estomac très acide. L'acidité de l'estomac va pouvoir participer à la dégradation des aliments. En numéro 5, c'était le foie. Avec une action chimique, le foie va produire la bile qui se déverse dans l'intestin grêle. La bile, elle sert à faciliter l'absorption par l'intestin des matières grasses, pour faire simple. On peut vivre sans vésicule biliaire. On va juste avoir des difficultés à assimiler les graisses, mais on peut vivre sans vésicule biliaire. Donc le foie produit la bile est stockée dans la vésicule biliaire. En 6, on a le pancréas qui a également une action chimique. Elle va produire le suc pancréatique qui se déverse dans l'intestin. Pareil, le suc pancréatique, c'est un liquide qui va participer à la dégradation, à la digestion, mais au niveau de l'intestin grêle. Pour la culture générale, le pancréas, c'est l'organe qui va naturellement produire l'insuline. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, l'insuline, c'est la molécule que l'on s'injecte lorsque l'on est diabétique à un stade particulier. Et bien, cette molécule, l'insuline, est normalement produite par votre pancréas. Il arrive que, à cause de vos habitudes de vie ou parce que c'est une maladie génétique, quelquefois le diabète, vous ne produisez pas d'insuline. Et ce qui est donc responsable de complications, et donc les patients vont eux-mêmes s'injecter de l'insuline. Ça, c'est pour la culture G. Pour le numéro 7, nous avons l'intestin grêle, avec comme action chimique, on a vu qu'il y avait le suc intestinal, le suc pancréatique et la bile qui sont déversés dans l'intestin grêle. Donc, les sucs produits par le foie et par le pancréas vont se retrouver au final dans l'intestin pour participer à la digestion chimique. Et on va avoir également une action mécanique
parce qu'on va avoir dans l'intestin grêle le même fonctionnement que l'œsophage, c'est-à-dire la présence de muscles involontaires qui vont permettre de faire avancer doucement mais sûrement les aliments vers la sortie du tube digestif. Après l'intestin grêle vient le gros intestin où on retrouve cette fois-ci uniquement une action mécanique. On va continuer à avoir un léger broyage des aliments afin de les transporter vers l'anus. Donc, le gros intestin, c'est donc la dernière partie, une des dernières parties de votre tube digestif. Normalement, lorsqu'on arrive au gros intestin, la grande totalité des nutriments ont été déjà absorbés. Il ne va rester au final à la fin du gros intestin que les matières fécales qui vont être excrétées, éliminées de l'organisme par l'anus. Donc là, je sais que c'était un petit peu lent, mais j'ai essayé d'être le plus synthétique et le plus clair possible pour répondre à la question 3.2 et 3.4. Dans la question 3.3, il fallait entourer le nom des organes où les aliments ne passent pas. Donc, le foie et le pancréas participent à la digestion car ils vont produire les sucs pancréatiques pour le pancréas et la bile par le foie, mais les aliments ne passent pas à l'intérieur de ces organes. Donc, si on résume pour terminer cette question, les aliments vont passer par la bouche, par l'œsophage, l'estomac, intestin grêle, gros intestin, et enfin, les excréments sont éliminés par l'anus. Les autres organes entourés ne voient pas les aliments passer à l'intérieur. Ok. Dans la question suivante, il fallait travailler à partir du document numéro 2, les phénomènes chimiques de la digestion des aliments. Donc, ce document est un petit peu compliqué. Alors, les aliments ingérés vont subir des transformations chimiques sous l'action des différents sucs. On va retrouver, donc l'objectif, c'est de réduire les aliments en nutriments microscopiques pour qu'ils puissent être dégradés puis assimilés par notre sang. Alors, on a la bouche qui va permettre l'action, dans laquelle on a l'action de la salive. Donc, ne tenez pas compte des pointillés. Je ne sais pas pourquoi ils sont sur ce schéma, mais ne tenez pas compte. Donc, dans la salive, on va retrouver des enzymes, des molécules, qui vont être capables de dégrader le glucide. C'est pour ça qu'on a un ciseau au niveau du glucide. Le glucide va ensuite continuer son chemin jusqu'à l'estomac, puis va finir d'être dégradé par les différents sucs pancréatiques, intestinales et la bile présents dans l'intestin grêle. Donc là, le début de la dégradation des glucides commence dans la bouche, se termine dans l'intestin grêle, puis ils sont absorbés dans le sang. Les lipides, c'est différent. Les lipides, les matières grasses, ne sont pas dégradés dans votre bouche. Ils vont être insensibles, si vous voulez, à l'action de la salive. Insensibles à l'action du suc gastrique présent dans l'estomac. En revanche, ils deviennent sensibles aux différentes molécules présentes dans l'intestin grêle. Donc, les matières grasses sont dégradées, puis absorbées au niveau de l'intestin grêle. On va obtenir du glycérol et de l'acide gras. Donc, pour le glucide, on part de glucide pour aller vers le glucose. Le glucose, c'est le nutriment, le glucide, c'est l'élément plus gros. Les lipides, c'est le constituant alimentaire. Et le nutriment, c'est le glycérol et l'acide gras. Et enfin, on a les protides. Les protides, c'est les protéines. Un petit peu comme les lipides, les protides vont être insensibles à l'action de la salive, mais sensibles à l'action des molécules présentes dans l'estomac, et notamment très sensibles à l'acidité de l'estomac. Les protides vont commencer à être dégradés dans l'estomac, puis vont continuer d'être dégradés dans l'intestin avant d'être à leur tour absorbés dans le sang, puis distribués à l'ensemble des organes qui en ont besoin. Il est important de regarder ces trois constituants alimentaires. L'eau n'est au final jamais dégradée. L'eau est
un aliment, si vous voulez, un liquide. Donc déjà, son temps de digestion est beaucoup plus court que les autres aliments. Et l'eau ne va subir aucune modification moléculaire lors de la digestion. Elle va juste traverser le tube digestif, puis être excrétée, éliminée par l'urine, réabsorbée et également éliminée par l'urine. Les éléments minéraux. Vous savez, tous ces termes qui finissent par ium, le calcium, le sodium, le potassium, bref, ces mots qui finissent par ium, par IUM, et que l'on va retrouver quelquefois dans les eaux minérales en bouteille, par exemple. Pareil, ces éléments sont, comment dire, encore plus petits que les glucides, ce qui fait qu'ils sont insensibles aux différentes actions mécaniques et chimiques présentes dans le tube digestif. Ils vont simplement traverser le tube digestif, puis être réabsorbés dans le sang. Et c'est la même chose pour les vitamines. Elles sont insensibles à l'action mécanique et chimique du tube digestif. Elles sont ingérées lors de l'alimentation, puis elles sont absorbées par le sang et redistribuées aux organes. Ok. Donc, dans la question numéro 5, il fallait relier chaque constituant alimentaire aux molécules obtenues à la fin de la digestion. On a dit que l'amidon donnait du glucose. Donc, l'amidon, pardon, c'est un exemple de glucides, ça va donner du glucose. Les lipides, ça va donner des acides gras et des glycérols. Les protéines vont donner des acides aminés. L'eau, les vitamines et les minéraux redonnent de l'eau, des vitamines et des minéraux, puisqu'on a dit qu'ils n'étaient pas modifiés pendant la digestion. Donc en fait, il fallait regarder l'élément qui entre dans le tube digestif et il fallait voir à la fin le nutriment qui est absorbé. Donc ici, on avait les réponses. Voilà pour la correction des questions 1 à 5. Pour la séquence 4, les pratiques alimentaires. Bonne journée à vous.